Dans les films américains, on voit parfois le héros innocent accusé injustement comparaître devant le tribunal. Dans l'attente du jugement, le juge lui demande alors s'il est propriétaire, auquel cas il pourrait être libéré sous caution. Le fait d'être propriétaire rassure et permet d'être pris au sérieux. La propriété responsabilise et crée la confiance. Imaginez maintenant un gigantesque lac qui repose sereinement sur une montagne. Imaginez que cette masse d'eau tranquille soit convertie en énergie grâce à des barrages hydroélectriques. Ce lac, c'est le capital mort du tiers-monde. Un capital gigantesque de près de 10 000 milliards de dollars. Ce qui pourrait l'activer, le vitaliser, c'est son authentification juridique. Nous utilisons tous notre capital en Occident selon des procédures devenues tellement banales qu'elles passent inaperçues. Ainsi, on hypothéquera par exemple sa maison pour garantir un emprunt permettant de financer une nouvelle société. En réalité, ce processus permettant la conversion d'un bien matériel en capital est très complexe. Ce dernier permettrait au tiers-monde de sortir de la pauvreté, de convertir le capital mort en capital vivant. Pourquoi l'institution de la propriété parvient-elle à générer du capital en Occident? Pour 6 raisons. Premièrement, la propriété fixe le potentiel économique des biens. La propriété est un pur concept. Quand elle change de main, rien ne change matériellement. La représentation porte sur des qualités non visibles, les qualités économiques et sociales significatives qu'on lui attribue. La représentation peut, par exemple, servir de garantie à un emprunt, d'apport dans un investissement, d'adresse pour le recouvrement des dettes, intérêts ou impôts, de résidence pour l'identification des personnes, de point de branchement fiable pour les réseaux publics, etc. Deuxièmement, la propriété intègre dans un même système des informations jusque-là dispersées. Cette intégration ne s'est pas opérée sans peine. Pendant des dizaines d'années au XIXe siècle, hommes politiques, juristes et magistrats ont regroupé des faits et des règles qui régentaient la propriété partout dans les villes, les villages, les immeubles et les fermes pour les réunir en un seul système. Cet immense recensement des représentations de la propriété fut, écrit Des Soto, un moment révolutionnaire dans l'histoire des pays développés et a abouti au dépôt de toutes les informations et règles gouvernant la richesse accumulée des citoyens dans une seule base de connaissances. Avant, toutes ces informations étaient atomisées, dispersées. A contrario, dans les pays pauvres coexistent non pas des dizaines mais des centaines de régimes juridiques différents. En Europe, cette unification a pris tout au plus 2 siècles. L'enregistrement foncier a commencé à apparaître en Allemagne au XIIe siècle, mais elle n'a été unifiée qu'en 1869 avec le Grundbuch qui fut mis en œuvre à l'échelle nationale. Grâce à ce travail, tout citoyen d'un pays avancé peut obtenir une description des caractéristiques économiques et sociales de n'importe quel bien disponible. Il lui est alors plus aisé d'évaluer et d'échanger le potentiel des biens. Troisièmement, la propriété établit les responsabilités de chacun. La propriété formelle a transformé les propriétaires en individus responsables, distinguant ainsi les personnes des masses. Mais il y a un prix à payer. Quand le propriétaire rentre dans un régime de propriété formelle, il perd son anonymat. Il est attaché à ses biens et ne peut plus se perdre dans la foule. Ce régime invite à ne pas agir à la légère. C'est un système responsabilisant. Un habitant d'un pays pauvre ne sera généralement pas pris au sérieux par un occidental d'un point de vue commercial. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de propriété à perdre. Il n'est pris au sérieux que par ses parents et voisins immédiats qui connaissent et respectent ses engagements extralégaux, valables seulement à un échelon local. Quatrièmement, la propriété rend les biens fongibles. Il est possible de faire des assemblages, de diviser ou réunir les biens à la manière d'un mécano. Ainsi, par exemple, le copropriétaire d'une usine, unité matériellement indivisible, peut se défaire de sa propriété sans affecter le moins du monde l'intégrité du bien matériel. Cinquièmement, la propriété crée des liens sociaux. En attachant les propriétaires aux biens et en rendant les biens fongibles, on transforme les citoyens occidentaux en un réseau d'agents économiques individuellement identifiables et responsables. Cela favorise les liens sociaux d'un type nouveau, entre des personnes très éloignées à tout point de vue et qui n'auraient jamais interagi ensemble par le passé. Et cela crée des moyens de raccordement permettant aux biens de circuler en toute liberté. Le droit de propriété à l'occidental fournit aussi à l'entreprise des informations sur les biens et les adresses des propriétaires, des adresses vérifiables et des références objectives sur la valeur des immeubles, le tout aboutissant à des possibilités de crédit. Ces informations et l'existence d'un droit unifié facilitent la gestion du risque en le dispersant par des dispositifs de type assurantiel, ainsi qu'en mettant en commun des biens pour garantir les dettes. Sixièmement, la propriété protège les transactions. La personne intéressée par une transaction peut instantanément prendre connaissance des éléments qui peuvent la limiter ou la faciliter. Charges, servitudes, baux, arréages, privilèges ou hypothèques. Ces différents éléments permettent de comprendre, nous dit Soto, que le capital n'est pas seulement un stock de biens accumulés.
Les maisons, par exemple, ne sont pas uniquement des habitations pour protéger du froid et de la pluie. Elles mènent une vie juridique distincte de leur pure matérialité. Dès lors, le capital n'est pas seulement un stock de biens accumulés, c'est surtout un potentiel de production nouvelle. Étymologiquement d'ailleurs, capital désignait la tête du bétail. En effet, le bétail fournit de la viande, du lait, du cuir et de la laine et du combustible. Mais il se reproduit lui-même. D'où sa double nature, un stock de valeur et la capacité de générer un surplus de valeur. C'est cette dernière dimension qu'il faut activer pour sortir le tiers-monde de la misère.